Lettre mélomane 2023-01. Bonjour à tous et meilleurs vœux musicaux en espérant que la nouvelle année nous apporte autant de découvertes musicales que les précédentes. Nous commençons par Flotov Friedrich von 1812-1883, une œuvre pour piano-orchestre, concerto numéro 2, en A mineur, datant de 1831. Alors, les deux concertos pour piano de Flotov, compositeur que nous découvrons ici sur critiquemusicale.com, apparaissent de la même veine. Ils sont composés à des dates très rapprochées, légèrement postérieures au concerto de Chopin dont ils portent la marque évidente. Nous pouvons traiter indistinctement ces deux concertos de Flotov sur la plupart de leurs caractéristiques. Précisément, le concerto 2 date de 1831, c'est 2 ans après la parution du concerto 2 de Chopin, et l'on y retrouve assez peu modifié dans le premier mouvement le thème pianistique principal du premier mouvement du concerto 2 de Chopin. Alors, le terme de plagiat peut-il s'appliquer? C'est très délicat et contestable. Il faut savoir également que Chopin se trouve dans une position identique à Flotov, et même beaucoup plus par rapport à Moscheles, puisque le thème principal du concerto 2 de Chopin, dans le deuxième mouvement, est très ressemblant à un thème du concerto numéro 2 de Moscheles dans le deuxième mouvement également. Sur un autre point, ce qui apparaît paradoxal dans ces concertos de Flotov par rapport à Chopin, c'est que le style est incisif et dynamique et en totale opposition avec le style évanescent que l'on trouvait dans la lignée de Moscheles, Chopin. Alors c'est particulièrement visible dans les motifs rythmés de Flotov, dans les deuxième et quatrième mouvements du concerto numéro 2, lesquels apparaissent thématiquement assez faibles. En revanche, contre toute attente, eh bien, le compositeur s'exprime très bien dans les mouvements lents, notamment du concerto numéro 2, où là, eh bien, il se révèle excellent si on considère uniquement la partie pianistique. Or, de nombreuses références au style pianistique issu de la lignée postérieure à Hummel, Moscheles, etc. Mais il faut, à la décharge de Flotov, signaler que de très nombreux compositeurs, et Chopin lui-même, se trouvent dans cette position-là. Alors, de même, on retrouve aussi un très bon mouvement lent dans le concerto numéro 1 qui échappe aux critiques générales que l'on peut adresser au mouvement rapide de ces concertos. Donc voilà pour ces concertos de Flotov que l'on peut agréablement écouter. Nous passons à Clami Humo, 1961, une œuvre pour orchestre, la symphonie numéro 1 en D major, opus 29, datant de 1938. Alors nous avons critiqué la symphonie 2 de ce compositeur, qui est une grande symphonie dans le style néo-impressionniste nordique. La première que nous considérons ici se révèle plus contrastée sur le plan de l'intérêt musical. Elle présente, cette symphonie numéro 2, des effets certes géniaux, mais aussi des effets collatéraux qui sont beaucoup moins admirables et même parfois très dommageables. Et il semble que le compositeur n'en a pas vraiment conscience. C'est-à-dire que son génie éclate aussi bien que ses insuffisances. Alors sa qualité éminente tient certainement à sa puissance et à la densité thématique, l'originalité thématique, donc une thématique qui est sans cesse renouvelée, avec une gamme d'effets qui est extrêmement subtile. Et son insuffisance tient à la surenchère instrumentale dissonante
qu'il affiche en des combinaisons instrumentales qui sont souvent plus bruyantes qu'efficientes sur le plan de la couleur instrumentale. Alors ce défaut est plus ou moins visible dans les premiers et deuxièmes mouvements et il est beaucoup plus dommageable dans le dernier mouvement malgré la densité thématique de ce dernier mouvement. Alors il faut quand même remarquer que ce compositeur n'est pas le seul à donner dans la surenchère instrumentale dissonante, ce qui est le cas au XXe siècle d'un grand nombre de compositeurs. Également, on peut remarquer que le compositeur a gommé en grande partie ses défauts dans sa symphonie suivante, la symphonie numéro 2. Nous passons à Émilie Mayer, 1812-1883, une œuvre pour piano impromptue, opus 44. Nous avons abordé plusieurs œuvres de cette compositrice, des œuvres d'inspiration inégale. Il faut retenir certainement sa symphonie numéro 4 qui est imprégnée de grandeur et de puissance. Dans cet impromptu opus 44, nous découvrons une autre image de la compositrice qui est tout aussi excellente que celle qu'elle avait affirmée dans sa fameuse symphonie 4. Alors il s'agit d'une excellente pièce virtuose dans une tessiture très aiguë et qui est riche aussi bien sur le plan harmonique que mélodique. Nous passons à une autre compositrice, Tatiana Nikolaïeva, 1924-1993, concerto numéro 2 en E flat major datant de 1966. Alors il faut avouer que je n'ai pas trouvé plus de matière musicale dans ce concerto que le concerto précédent, numéro 1, que nous avions déjà critiqué. Or l'ensemble se situe dans une dissonance presque ininterrompue, bien qu'il existe des parties mélodiques, mais ce mélodisme apparaît très primaire. C'est le cas souvent dans les œuvres modernistes où le mélodisme primaire voisine avec les dissonances. Alors, on ne discerne pas vraiment de provocation volontaire dans ce modernisme, et au contraire même, de très nombreuses parties sombrent dans un style terne. Vladimir Sokalski, 1863-1919, symphonie en G mineur, 1894. Alors c'est une bonne, voire excellente symphonie, moyennant cependant quelques restrictions, et nous allons essayer de distinguer les points positifs et les points négatifs. Alors les points positifs tout d'abord, c'est une œuvre qui est tout à fait en accord avec son temps, qui s'appuie très positivement sur le rhapsodisme russe d'une manière bien caractérisée, une thématique riche, parfois un peu répétitive comme dans le troisième mouvement lent. Alors, concernant l'orchestration, on pourrait avoir une appréciation plus variable. Alors, c'est un symphonisme qui est très coloré, mais c'est une coloration qui manque souvent d'harmonie, trop d'instruments superposés inutilement, et notamment des cuivres qui, sans être dysphoniques, nuisent au lyrisme de l'œuvre. Autre point négatif, l'harmonie d'ensemble manque d'unisson et surtout manque de nuances, manque de liant, de subtilité, même si rien n'apparaît véritablement choquant. Donc voilà en ce qui concerne cette symphonie, et le mouvement qui apparaît le meilleur est certainement le Kozatchok final, où ici, eh bien, la densité des idées
qui se succèdent d'une manière assez étourdissante, eh bien, donnent la pleine mesure de la valeur du compositeur. Otto Winter-Gelm, 1837-1931, symphonie numéro 2 en B minor, datant de 1863. Alors c'est un compositeur que nous découvrons, cependant qui appartient à toute une pléiade d'autres compositeurs de la même veine, des compositeurs qui, jusqu'au milieu du XIXe siècle et même plus, sont restés attachés à une conception très viennoise de la musique datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc une symphonie extrêmement classique pour son époque, qu'il s'agisse de la thématique ou même de l'instrument, et il est difficile d'y déceler une originalité quelconque. Alors, cela ne signifie pas que tout effet musical est absent. Il y a une véritable thématique, mais souvent ces effets thématiques sont noyés dans une trop grande répétitivité, et notamment une rythmique qui n'arrive pas à se renouveler. Alors c'est le cas particulièrement dans le premier mouvement. Le deuxième mouvement lent reste d'une audition agréable, et de même le scherzo. Nous en arrivons à l'œuvre revisitée, Edvard Grieg, 1843-1907, un duo pour piano-violoncelle, sonate opus 36. Alors cette œuvre évidemment n'atteint pas la puissance et l'intensité lyrique, ni même l'expression nostalgique qu'on avait pu trouver dans le concerto de Grieg, mais elle représente tout de même les qualités de Grieg, et c'est un exemple où la personnalité du compositeur transparaît dans des œuvres aussi différentes que peuvent être un concerto et un duo. Alors ce qui défie un peu la loi du genre. Alors à la manière d'un concerto, justement, le premier mouvement se caractérise par sa véhémence, alors que le dernier mouvement apparaît plus rythmique, et notamment par son thème principal. Alors c'est une œuvre qui est très contrastée, et la marque rhapsodique est présente, bien qu'elle soit beaucoup moins perceptible que dans le concerto ou les suites de Peer Gynt.